Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire méconnue, mais waouh, absolument fascinante. Celle d'une civilisation africaine qui a littéralement dominé l'un des plus grands océans du monde. Alors, quand on pense aux grands explorateurs de cette période, à qui pensons immédiatement? Il y a des noms qui ont vraiment façonné notre vision de l'histoire du monde, n'est-ce pas? Forcément, on a le nom de Marco Polo qui vient en tête. Ses voyages épiques vers l'Est ont ouvert des routes commerciales, des horizons culturels. C'est une référence. Ou bien sûr Vasco de Gama. Son arrivée dans l'océan Indien est souvent présentée comme le début d'une toute nouvelle ère pour la navigation mondiale. Mais et si cette histoire, on nous l'avait racontée qu'à moitié? Si, bien avant l'arrivée des Européens, cet océan était déjà le terrain de jeu, le royaume de navigateurs africains hyper talentueux. C'est exactement ce qu'on va explorer. Allez, c'est parti, faisons connaissance avec la civilisation Swahili, une culture maritime qui a brillé pendant des siècles tout le long de la côte est de l'Afrique. Et attention, il faut tout de suite oublier l'image d'un empire terrestre classique. Non. Les sources, notamment celles de l'UNESCO, décrivent plutôt un réseau, un chapelet de cités-États superpuissantes, toutes tournées vers la mer. Un réseau commercial et culturel qui avait une influence folle. Des noms comme Kilwa, Mombasa ou Zanzibar. Il faut s'imaginer des carrefours internationaux bouillonnants de vie. Des ports où ça grouillait de marchands, de marins, de marchandises venant d'Afrique, d'Arabie, de Perse, d'Inde et même de Chine. C'était vraiment un centre névralgique du commerce mondial à l'époque. Bon, pour dominer un océan, il faut des bateaux. Et pas n'importe lesquels. On va voir maintenant les navires assez incroyables que les Swahili construisaient. Et ça va à l'encontre de pas mal d'idées reçues. Souvent, l'image qui nous vient, c'est celle des petites pirogues côtières, les fameux mi-TP. Mais la réalité historique, elle est d'un tout autre calibre. Les archives sont très claires là-dessus. La construction navale Swahili allait bien au-delà de ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des témoignages directs, comme celui de ce visiteur portugais. Il arrive dans le port de Kilwa et il compare ce qu'il voit à ce qu'il connaît, des caravelles. Ça nous donne une idée très concrète de leur puissance navale, confirmée par un œil européen de l'époque. Ce n'est pas rien. Ok, donc ils avaient le hardware, les bateaux. Mais maintenant, parlons du software. Le savoir-faire super sophistiqué qu'ils utilisaient pour traverser cet immense océan. Et ça passait par une connaissance très pointue du ciel. Il faut bien comprendre que ce n'était pas juste regarder les étoiles pour s'orienter. Non, les témoignages parlent d'une vraie science astronomique indigène. En Somalie voisine, par exemple, on lui donnait un nom, le Xidigis, une étude vraiment structurée des étoiles, qui servait à bien plus que ça. Et ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est que cette science n'était pas du tout réservée à une élite. Au contraire, elle était intégrée à la culture, transmise à travers des poèmes pour être facile à mémoriser, ce qui la rendait accessible et utile pour tout le monde, paysans, pasteurs et, bien sûr, marins. Donc le point crucial, c'est que tout ce savoir avait une application très concrète, et même vitale. Comprendre les étoiles et les saisons, ça voulait dire comprendre et maîtriser la mousson. Et la mousson, c'était le moteur naturel qui dictait le rythme de tout le commerce dans l'océan Indien. Alors comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent? C'est simple. Ces bateaux impressionnants et cette expertise des étoiles, tout ça a permis de construire un empire commercial richissime qui connectait les ressources de l'Afrique avec les grands marchés d'Asie. Et c'était un commerce dans les deux sens, super rentable. Les Swahili exportaient les trésors de l'Afrique, l'or de Zimbabwe, l'ivoire, le fer, et en échange ils importaient des produits de luxe du monde entier. Imaginez, de la porcelaine de Chine, des soieries de Perse, des perles d'Inde. Ce témoignage de l'écrivain portugais Duarte Barbosa, il est saisissant. Il nous peint un tableau vivant de l'opulence de ces cités. L'or et l'argent, ce n'était pas juste une marchandise. Non, les gens les portaient sur eux, comme une preuve évidente de la prospérité incroyable que ce commerce maritime avait généré. Cette civilisation a donc rayonné pendant des siècles, et elle a laissé un héritage qui, franchement, bouscule pas mal de nos certitudes sur l'histoire du monde. Cette frise chronologique est super parlante. Elle montre bien la longévité et l'importance de la civilisation Swahili bien avant tout contact européen significatif. De l'architecture sophistiquée aux visites de la plus grande flotte du monde de l'époque, la côte Swahili était un acteur majeur sur la scène mondiale, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les sources sont assez unanimes là-dessus. L'arrivée des navires de guerre portugais, équipés d'artillerie, a systématiquement démantelé par la force ce grand réseau commercial. Un réseau qui était jusque-là pacifique et autonome. Et ça a entraîné son déclin. L'histoire des maîtres de l'océan Swahili nous rappelle une chose essentielle. Notre vision du passé n'est jamais figée. Ce qui nous amène à cette question. Combien d'autres récits, combien d'autres civilisations incroyables attendent simplement dans l'ombre que leur histoire soit enfin racontée?